Bonjour, bon après-midi, merci de nous retrouver pour ce qui pourrait être la table ronde la plus courte de l'histoire de Politéa. Entre guerre et paix, quel progrès? A priori, la question est réglée en 5 secondes. En fait, non. Sinon, on n'aurait pas pris la peine de réunir ce plateau des intervenants assez exceptionnels. J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui le général Dominique Trinquant. Bonjour mon général. Amélie Fernet, bonjour, bonjour madame, et l'ambassadeur Jacques Faure, ambassadeur de France en Ukraine entre 2008 et 2011, après une longue carrière diplomatique. Bonjour et merci. Je crois qu'on peut les accueillir avec un peu de chaleur. Nous allons donc débattre des progrès entre guerre et paix. Et comme je le disais en propos liminaire, un peu sous une forme de boutade, a priori la question est assez vite réglée. Elle ne l'est pas. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Et on va le voir ensemble. On va essayer d'explorer ensemble les paradoxes de cette question. Mais avant cela, j'aimerais ouvrir un petit peu la discussion en vous demandant votre avis sur quelque chose qui m'a choqué lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie au matin du 24 février. Soudain, beaucoup de voix, beaucoup de commentateurs ont dit que c'était le retour de la guerre en Europe, comme si la guerre avait disparu. Elle a disparu, la guerre, en Europe, même au mi-temps des années 2000, mon général? Alors, évidemment, la guerre n'a pas disparu. Nous, sur notre partie du continent européen, vécu une période pacifique après les années 90, mais il n'y a qu'à regarder dans le monde, il y avait la guerre absolument partout. Maintenant, je pense qu'elle a redémarré vraiment en Europe lorsqu'en 2007, M. Poutine, au Forum de la sécurité à Munich, a clairement exprimé devant les Américains qui étaient le rang devant lui, vraiment devant lui, en disant « nous ne voulons plus de l'unilatéralisme américain, et donc c'est le bouleversement du monde ». Alors là, il a utilisé des mots. Et puis, 2008, on a eu une série d'actions, qui a été la Géorgie, bien sûr. Et puis, 2014, alors il y a eu aussi, bien sûr, la Syrie, mais pour rester sur le continent européen, 2014, où ça a été une opération remarquable. L'opération en Crimée, c'est le rêve de Sun Tse, le grand stratège chinois. Les petits hommes verts. Ouais, c'est gagner la guerre sans livrer la bataille. Les petits hommes verts n'ont pas tiré un coup de feu. Voilà, donc la guerre était présente, sous-jacente d'abord par le discours, ensuite par les actes, mais comme c'était un peu loin de nous, on regardait un petit peu ailleurs, on préférait régler les problèmes rapidement en envoyant une mission d'observation pour constater des faits, en fait, et non pas pour revenir à la case départ. Voilà, donc effectivement, la guerre était présente. Maintenant, c'est vrai que février 2024, c'est la guerre telle qu'on de haute intensité, comme on dit, c'est la réalité des canons, des chars, des drones, bien sûr, maintenant, du sang, de la boue, des morts, tels qu'on l'avait pu connu depuis un petit moment sur le continent européen. Et ces images en direct, ou quasiment, on les voit sur les plateaux télévisés, et donc tout le monde se dit, tiens, tout ça c'est à 2000 km. Alors nous en parlions tout à l'heure avec monsieur l'ambassadeur, nous qui avons connu les problèmes de l'ex-Yougoslavie, Bosnie, Serbie, c'était aussi très dur. Je rappelais l'opération en 95 où on a fait céder les Serbes. Bon, nous avons tiré 1500 obus sur les positions serbes dans la journée. Donc là aussi, il y avait de la brutalité. Mais tout ça, c'était pas, j'allais dire, existentiel. C'était les restes. Je rappelle que la Yougoslavie, c'est entre 91 et 95, en gros. Puis il y a eu, bien sûr, le Kosovo après. Mais c'était les restes de quelque chose. Alors que là, on est dans la résurgence d'autre chose. La résurgence d'un empire expansionniste qui n'accepte pas que ce qu'il considère comme une province, en quelque sorte, soit un pays indépendant. Et il l'a marqué de façon intelligente en 2014, de façon brutale
en 2022. Merci, mon général. Amélie Ferret, vous êtes chercheuse. Vous êtes à la tête du laboratoire de recherche sur la défense du Centre d'études de sécurité de l'IFRI. Vous qui êtes spécialiste des nouveaux types de conflits, ce qu'on appelle les nouvelles conflictualités, cette guerre, ce sentiment de guerre du 24 février, vous l'avez observé monter, venir bien avant. Vous pouvez nous en dire plus? Quels sont les symptômes, quels sont les vagues et les signaux avant-coureurs de cette guerre, selon vous? Les signaux faibles, en fait, c'est vrai qu'il y a eu un grand débat au moment où il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022 sur est-ce qu'on aurait pu prévoir ou non cette invasion et surtout comment identifier les biais qui ont fait que, par exemple, en France, on a plutôt eu l'impression que c'était un coup de bluff de la part de Vladimir Poutine et qu'il n'y aurait pas d'invasion parce que du point de vue français et particulièrement du point de vue des renseignements militaires français, Poutine n'avait pas intérêt à faire la guerre. Et là, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est une erreur qui a été faite sur l'Ukraine, mais c'est aussi une erreur qui a été faite au Moyen-Orient. C'est de dire qu'en fait, même si un acteur n'a pas un intérêt à faire la guerre et qu'il risque d'en payer le prix fort à la fois en termes d'hommes, mais aussi en termes économiques, le soubassement idéologique ne doit pas être minoré. Et ça, c'est une des grandes leçons qu'on peut tirer de l'Ukraine, et c'est aussi une des grandes leçons qu'on peut tirer du conflit au Moyen-Orient. Et en fait, finalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de conflit gelé, puisqu'on pensait que justement, on pouvait considérer que depuis 2014, voilà, la guerre était limitée au Donbass et que c'était plus ou moins un conflit donc gelé type Corée du Nord, Corée du Sud. C'était la même chose pour Israël-Palestine et on est effectivement revenu de ça. J'aimerais simplement ajouter un point sur le retour de la guerre. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu cette expression dans les médias. Et pour moi, en fait, cette expression, elle traduit deux nécessités. Une première nécessité qui est économique et qui en fait vise à rompre avec cette idée qu'on peut vivre sur ce qu'on a appelé les dividendes de la paix, c'est-à-dire expliquer aux Européens et en particulier aux Français que la réduction du format des armées qui a été fait et qui a été entamée en fait depuis finalement la fin de la guerre froide, puisque quand on compare en termes d'équipement militaire, en 1992 vous avez un peu plus de 1000 chars dans l'armée française et pareil pour les avions de combat. Aujourd'hui, on est autour de 200 pour chacune des catégories. Donc ça montre la réduction qu'il y a eu en termes de nombre d'équipements. Et ça, c'est parce que, justement, il y avait cette idée que, finalement, la guerre était loin du continent européen, qu'on avait une forme de paix et que, donc, on pouvait réduire tout simplement nos défenses militaires. Et ce qu'a provoqué cette invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est ce réveil et cette nécessité de se réarmer qu'on a vu en France, mais pas que en France, qu'on a vu aussi en Allemagne avec leur Zeitenwende, c'est-à-dire le tournant qui a été pris politiquement avec cette idée que voilà, l'Allemagne aussi doit se réarmer. Et le deuxième intérêt, on va dire, ce que ça traduisait, cette expression de retour de la guerre, c'était aussi de faire comprendre aux citoyens européens qu'on était dans un changement de cycle stratégique. C'est-à-dire que 2001-2021, donc 2001, les attentats du World Trade Center, 2021, le retrait américain de l'Afghanistan, on était quand même très axé, même s'il y avait d'autres conflits, sur de la contre-insurrection, c'est-à-dire des conflits contre des groupes armés non étatiques. Et donc, qui n'avaient pas d'avions de chasse et qui n'avaient pas du tout le même type d'armement et la même sophistication dans les armements. Et ce que provoque cette guerre avec la Russie, c'est aussi une réflexion
sur ce que c'est la guerre dite à parité, c'est-à-dire qu'est-ce que ce serait une guerre face à la Russie, c'est-à-dire face à une armée qui, elle, a une aviation de chasse, des moyens de guerre électronique, des radars, des systèmes de défense antiaérien, etc. Donc, je ne serai pas trop dure avec cette expression parce que je pense qu'elle a une vertu pédagogique, en fait. Je vous remercie. Monsieur l'ambassadeur, vous étiez en poste en Ukraine entre 2008 et 2011, donc juste après le discours de Vladimir Poutine à Munich. Localement, au moment même où les intentions russes se font plus claires, qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Il y a un réveil, pas de réveil, une tension latente. Qu'est-ce qui se passe exactement en Ukraine à ce moment-là? Il se passe deux choses à des niveaux différents. Dans la population ukrainienne, qui a tellement souffert de l'occupation russe après 1945, et même avant 1945 d'ailleurs, puisqu'une partie du territoire ukrainien avait été incorporée dès les années 20 à l'Union soviétique qui venait de se créer. La population n'a jamais nourri aucune illusion sur le côté absolument dramatique et nocif de l'occupation russe ou soviétique. Il y avait un autre niveau en Ukraine dans les années que vous rappeliez. Malheureusement, c'était le niveau des politiques. J'ai pris mon poste, le président de la République d'Ukraine avait été élu en 2004 contre M. Yanukovych, qui était déjà le candidat de Moscou, que Poutine était venu soutenir pendant sa campagne électorale à Kiev en 2004, au moment de la première révolution, dite la révolution orange. Mais Yushchenko a été élu, et lui ne regardait pas vers Moscou. Il regardait d'abord son pays qu'il voulait essayer de développer, et il voulait des partenariats en Europe et aux États-Unis. Donc ces deux niveaux étaient différents. La population n'avait aucune illusion. Les politiques, que ce soit M. Yushchenko ou sa première ministre, Mme Tymoshenko, et puis plus tard Yanukovych, qui a été élu président en 2010, eux, nécessairement, devaient regarder vers Moscou. Yushchenko et Tymoshenko, pas par amour idéologique pour ce pays, mais parce qu'il y avait des nécessités économiques. L'Ukraine sortait, comme la Russie d'ailleurs, de l'ancienne Union soviétique et vivait assez largement du transit du gaz russe qui passait dans les gazoducs et les oléoducs ukrainiens pour aller en Europe occidentale et notamment en Allemagne. Yanukovych, lui, était un directeur d'entreprise communiste de transport. Il était inféodé à Moscou et ce que lui demandait Poutine, il n'avait pas moyen de le refuser, il le faisait. Donc il y avait ces deux niveaux. Mais par contre, je reviens à votre première question. La guerre avait-elle disparu en Europe? J'ai commencé ma carrière diplomatique en Asie et je n'oublierai jamais avril 1975 et la débandade américaine à Saïgon. C'était, je cite cet exemple parce que bien avant Trump, mais c'est déjà le même modèle de désengagement américain qui est proposé. Souvenons-nous, les Américains ont 600 000 soldats et beaucoup de pertes dans la guerre au Vietnam. Puis Nixon et Kissinger, dont d'aucuns veulent nous faire le diplomate du siècle, mais moi j'ai quelques doutes à ce sujet, décident qu'on va retirer les soldats. Bring back the boys, bring them back home. Ils négocient le retrait avec qui? Pas avec le gouvernement sud-vietnamien, ils le contournent. Ils négocient avec Mme Nguyen Thi Binh, qui représente la rébellion communiste maintenue et armée par le Nord-Vietnam. Que fait Trump en premier mandat en Afghanistan? Ils ont aussi un très fort corps expéditionnaire. Les armées françaises sont présentes et les armées françaises ont perdu des soldats en Afghanistan. Il ne faut pas oublier de le rappeler. Les Américains négocient leur retrait. Leur retrait avec qui? Pas avec le gouvernement de Kaboul, qui est censé être un gouvernement pro-occidental, mais avec les talibans. Et maintenant, en Ukraine,
M. Trump, qui se veut faiseur de paix, il négocie avec qui? Il négocie avec Poutine en contournant le gouvernement légal de Volodymyr Zelensky. On reproduit le même modèle. Ça veut dire quoi? Que la guerre a disparu de nos esprits de politique occidentaux, mais qu'elle n'a jamais quitté l'esprit des politiques orientaux, et notamment de Vladimir Poutine, qui ne se remet pas de la chute de l'Union soviétique. Il l'a vécu, souvenons-nous, à Dresde, c'était alors la RDA. Il y était l'officier traitant du KGB, et ses bureaux, je connais bien les lieux, étaient au sommet de l'immeuble dont les étages inférieurs abritaient les bureaux de la Stasi est-allemande. La nuit où Egon Krenz a laissé s'ouvrir le mur de Berlin, Poutine était sur le palier de son étage, il avait sorti son revolver et il était prêt à faire feu sur les manifestants est-allemands qui viendraient, le craignait-il, ils ne sont pas venus, après avoir envahi les bureaux de la Stasi aux étages en dessous, qui pourraient venir envahir ses bureaux. Et il a passé sa nuit à attendre un coup de téléphone de Moscou lui disant comment réagir. Ce coup de téléphone n'est jamais venu. Pourquoi? Parce que Gorbatchev, qui était le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique à l'époque, s'est réveillé à 6 heures du matin le lendemain. Quand on l'a prévenu de cette situation, il a eu la phrase suivante, il a dit à ses aides « Dites bien à notre ambassadeur à Berlin-Est que ça n'est pas notre affaire ». Poutine s'en est jamais remis et dans sa tête, c'est certainement, chaque fois qu'il y pense, la remarque « plus jamais ça » qui lui vient à l'esprit. Ça explique une grande partie de son comportement actuel. Donc des éléments de rémanence et la guerre n'a pas disparu, nous avons juste été aveuglés de cette pseudo-disparition. Maintenant que le décor est planté, j'aimerais commencer à déployer un petit peu le sujet et à essayer d'en démonter les paradoxes. Et je voudrais commencer avec la paix. Et la conférence de Munich de janvier 2025 fait écho à une autre conférence de Munich en 1938. Et la question que j'aimerais vous poser, et peut-être commencer par vous, mon général, parce que vous avez vécu avec l'actualité, pas 38, je vous rassure, mais avec ces opérations de maintien de la paix auxquelles vous avez beaucoup participé, est-ce que toutes les paix sont des progrès? Est-ce que toutes les paix sont bonnes à prendre? Est-ce que toutes les paix valent la peine d'être signées immédiatement? C'est une question vraiment très profonde. Je vais vous donner, j'aime bien m'appuyer sur des exemples. Je vous disais qu'en 1995, je faisais partie de la force de réaction rapide qui est intervenue sur le mont Igman et qui a présidé avec les attaques de l'OTAN aériennes. On a détruit en 2-3 jours pas mal d'objectifs serbes et du coup les Serbes ont été contraints d'aller négocier et ça a été les accords de Dayton. Les accords de Dayton aujourd'hui présente la Bosnie, la Bosnie telle qu'elle est, c'est-à-dire séparée, morcelée, avec des difficultés entre l'entité serbe, l'entité croate et l'entité musulmane. Mais moi qui ai vécu ce qu'était la guerre en Bosnie, je dis au moins ils ne se tirent plus dessus, au moins ils ne se bombardent plus. C'est compliqué, l'accord de Dayton est sûrement pas parfait, il a été aussi un peu imposé par les Américains, mais au moins, il ne se tue plus. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que les accords de paix ne sont jamais parfaits. Mais leur première qualité est de faire taire les armes. Et lorsqu'elles ont fait taire les armes, eh ben, on doit se retrouver, nous, les hommes, avec nos difficultés, nos problèmes, nos histoires, etc., qui sont compliqués. Mais globalement, à part notre parenthèse des 30, que d'aucuns appellent les 30 paresseuses, à part cette parenthèse-là, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie est faite de difficultés. Et lorsque dans la paix, on a en balance la démocratie, je citerai Thucydide, qui vous dit, vous avez le choix.
ou reposer ou être libre. Donc on n'a pas le choix, on ne peut pas se reposer en fait. Et les accords de paix sont imparfaits, mais ils sont un effort constant. Ils ont le mérite d'exister. En revanche, et là j'aimerais m'adresser à vous, monsieur l'ambassadeur, vous avez été chef de mission pour l'OSCE à l'époque de la crise du Haut-Karabakh, et vous pouviez à ce moment-là étudier de très près à quelles conditions un accord de paix ou des accords de paix pouvaient minimiser le risque d'une guerre ultérieure. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce moment? Quelles sont les leçons que vous avez retenues de la capacité d'un accord de paix à augmenter la probabilité d'une stabilité durable versus un accord de paix qui sera rompu, ou d'un cessez-le-feu, d'un accord de paix qui sera rompu à la première provocation? C'est quoi un bon accord de paix, même s'il n'est pas parfait? Merci. J'ai essayé d'en retenir deux choses, au moins pour moi. Premièrement, il faut définir ce qu'on appelle la paix. Si, comme le général vient de le dire, c'est une période d'interruption entre deux affrontements qui fait taire les guerres, il y a un bon côté. Mais c'est ce qu'on appelle le maintien de la paix. Ce n'est pas suffisant. Il y a une autre définition, c'est si il s'agit de construire la paix. Construire la paix, cela veut dire réfléchir beaucoup et essayer d'agir pour éviter que ne subsistent les raisons qui provoquent le déclenchement des hostilités. Cela veut dire réfléchir aussi au point de vue de l'autre, celui qui est éventuellement l'adversaire, et essayer de voir ce qu'on peut non pas lui proposer, mais essayer de traiter avec lui pour que ces causes de déclenchement de guerre disparaissent ou s'amenuisent. Ça, c'est la construction de la paix, c'est préférable. Pour revenir à l'exemple du Haut-Karabakh, là, c'était alors l'exemple qui fait répondre à votre question, est-ce qu'il y a des bons accords de paix? Non. La Russie s'est montrée extrêmement, celle de Vladimir Poutine en particulier, mais c'était le cas de celle de Yeltsin avant, elle s'est montrée très habile à maintenir des conflits de basse intensité sur toute sa zone frontalière, dirons-nous, dans tous les pays qui étaient un temps dans le camp socialiste et qui ont reconquis leur liberté et qui ont regardé vers l'Union européenne et l'OTAN. Ça, la Russie n'a jamais accepté. Et la mission au Haut-Karabakh, je rappelle, nous étions 3 investis par l'OSCE, un ambassadeur russe, un ambassadeur américain et un Français. Temporairement, c'était moi. Mais jamais le Russe, qui a travaillé avec nous, et de manière parfois assez coopérative et honnête, mais il avait des instructions pour qu'on n'arrive jamais à apaiser ce petit incendie. Il fallait maintenir pour Moscou des conflits de basse intensité dont la capitale russe pouvait à tout moment se servir pour réactiver tel ou tel front. C'est ce qu'ils ont fait. Et pour le Karabakh, n'oublions pas, la Russie rêve dans tous ces soi-disant conflits gelés. Elle propose toujours à un moment donné d'envoyer ses propres troupes comme troupes de maintien de la paix. Le rêve russe, c'était d'avoir l'armée rouge, ou russe maintenant, avec le casque bleu des Nations Unies. Ils y sont parvenus au Haut-Karabakh, mais au prix d'une autre trahison. Ils avaient le moyen satellitaire de voir les préparatifs de guerre que la Turquie et l'Azerbaïdjan ramassaient sur les montagnes du Haut-Karabakh. Ils n'ont pas prévenu l'Arménie, qui est pourtant leur allié au titre d'un traité de défense. Ils n'ont pas prévenu. Et maintenant, il y a 2000 soldats russes qui sont soi-disant à la ligne de contact entre Azerbaïdjanais et Arméniens. La Russie avait toujours dit à l'Arménie le Haut-Karabakh n'est pas concerné par notre accord de défense russo-arménien, mais il prétendait que le territoire de l'Arménie était concerné. On voit maintenant que ça n'est pas vrai. Donc... Mon général, vous vouliez réagir? Oui, non, revenir un peu sur l'actualité à propos de cette proportion des Russes.
à vouloir maintenir à bas niveau et maintenir les tensions. Aujourd'hui, on est en train de discuter cessez-le-feu, accord de paix, etc., etc. Je crois que fondamentalement, M. Poutine a besoin de la guerre. Il a besoin de la guerre pour maintenir la tension. Maintenir la tension dans la société russe. Et alors, je ne parlerai pas de l'industrie, de l'économie, etc. Mais le maintien de la tension en Russie lui permet de contrôler la population russe. Vous savez bien qu'on ne peut pas parler de guerre, il n'y a que des opérations spéciales, sinon vous allez en prison. Vous ne pouvez pas être opposant parce que forcément vous êtes contre la guerre, donc on vous empoisonne, etc., etc. Donc il a besoin de maintenir cette tension. Et c'est pour ça que je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines. Et c'est pour ça que du côté occidental, il ne faut pas avoir, comment dire, la peur qui nous conduit, la lâche peur, qui nous conduit à dire ah ça y est, on va avoir la paix, enfin on va pouvoir désarmer, ça va être bien, on va revivre comme avant. On ne va pas revivre comme avant. La tension est là, ça ne veut pas dire que les chars russes vont rentrer dans Paris demain, évidemment, mais ça veut dire que la tension est là et que s'il obtient des gains importants là, il va en chercher ailleurs. On connaît le sujet de la Transnistrie. Monsieur Lavrov ne parle plus du Donbass, mais de la Novorossia, qui inclut Odessa. Donc on voit que c'est toujours plus. Et cette tension est une tension sociologique aussi. Nous sommes les gardiens de la vieille Russie, des vertus traditionnelles face à cette Europe pourrie. Et au passage, je pense que le problème de l'Ukraine, ce n'est pas seulement un problème de l'Ukraine n'existe pas parce que la Russe de Kiev, etc., etc. C'est aussi que l'Ukraine devenant européenne, par capillarité, ça touche la population russe. Et ça lui échappe. Donc il ne faut pas. C'est la même logique qu'à Taïwan, parce que Taïwan est la preuve que le système occidental peut fonctionner. Et ce qui embête avec la Chine, c'est aussi l'idée qu'un empire ou un pays démocratique puisse coexister en rupture du modèle. Oui, vous avez raison. Ce qui m'inquiète simplement, c'est que la valeur ajoutée de Taïwan, qui sont les micropuces, là, commence à s'implanter aux États-Unis, donc ils perdent de leur valeur, Absolument. Et que tous les Taïwanais ont 2 passeports. Ça veut dire qu'ils préparent un futur qui ne se passera pas à Taïwan. Madame Ferret. Oui, moi, pour revenir à la question sur la paix, je pense que c'est une question très générale et qu'il faut un peu regarder dans le détail les types de paix qu'il y a. Parce que quand on parle d'une trêve, par exemple, ou quand on parle, comme c'est le cas aujourd'hui en Ukraine, d'un cessez-le-feu, parce qu'en fait, il y a une ambiguïté sur, d'un côté, un Occident qui parle de paix et de l'autre, des Ukrainiens et des Russes qui parlent de cessez-le-feu. On n'est pas du tout sur la même logique que, justement, une logique beaucoup plus stable avec une paix imposée par la force. Et pour moi, en fait, il faut revenir à pourquoi on utilise la chose militaire. En fait, la chose militaire, elle est là pour faire évoluer un rapport de force de manière à permettre ensuite une négociation politique. Mais on ne peut pas penser en fait, la chose militaire en dehors de cette solution politique-là. Et c'est exactement l'écueil dans lequel Trump est aujourd'hui, puisque lui, il n'est même pas dans une optique de paix par la force, ni même de cesser le feu par la force. Il est dans une optique de deal par la force. Et en fait, le deal, c'est une manière justement d'évacuer toute cette question de la reconstruction, la question de la négociation politique, pour simplement dire, ben voilà, moi j'ai fait un deal, j'ai imposé ma volonté au monde, je renforce du coup le pouvoir des États-Unis et par ailleurs je renforce également mon image de faiseur de paix, de prix Nobel, etc. Et simplement pour revenir, je termine donc sur cette question du deal. On voit que c'est une approche qu'il avait déjà eue en fait lors de son premier mandat, quand il avait parlé du Deal of the Century pour Israël-Palestine, où, pareil qu'en Ukraine, il avait fait une négociation avec les Israéliens directement, en contournant complètement les Palestiniens. Et ce qu'on voit, à mon sens, aujourd'hui, c'est vraiment les limites en fait, de cette approche. Parce que quand on est avec des entités qui ont un agenda politique très fort,
comme c'était le cas comme c'était le cas effectivement des talibans en Afghanistan, comme c'est le cas des Ukrainiens qui sont dans une lutte existentielle, comme c'est le cas des Palestiniens et des Israéliens. Simplement un deal ou un cessez-le-feu ne peut que essayer de geler pour un temps un conflit qui va ensuite ressurgir. On l'a vu avec le Hezbollah au Liban. Et donc, si on essaye de sortir un peu de ce pessimisme du coup lié à l'analyse de la situation et qu'on regarde quelles sont les paix qui ont marché, évidemment, la paix qui a marché, qui nous vient, nous, le plus à l'esprit, puisqu'on est européens et français, c'est 1945. Et ce qui s'est passé en 1945, c'est qu'on a eu la conjonction de 3 facteurs. Premièrement, une défaite militaire écrasante. Deuxièmement, un processus de justice qui a été les procès de Nuremberg. Et aujourd'hui, quand on pense à la Syrie et à ce qui se passe en Syrie avec Al-Shara et donc HTS qui a renversé Bachar el-Assad, c'est exactement la question à laquelle il est confronté. C'est-à-dire comment on construit les bases pour une Syrie plus ou moins pacifiée si on ne passe pas par un processus de justice où justement on poursuit les personnes qui se sont rendus coupables de crimes. Et troisièmement, le troisième pilier de la paix qui a été imposé après 1945, c'était la paix économique, c'était le plan Marshall. Et quand on pense au Moyen-Orient, il y a eu un chiffrage qui a été fait par la Banque mondiale pour un plan Marshall du Moyen-Orient, parce que c'est vrai que ça passe souvent en dessous les radars, mais c'est quand même ce qui est discuté aujourd'hui. On est à 350 milliards. Donc, ça pose finalement 2 questions. D'une part, est-ce qu'on a les moyens économiques d'une paix, d'imposer une paix avec un volet économique? Et deuxièmement, est-ce qu'on a les moyens économiques, si on ne le fait pas, d'aller vers la guerre? Et je pense qu'on est vraiment plongé dans ce dilemme entre ces 2 options. Donc, on continue de débusquer les mythes. La guerre n'a jamais vraiment disparu. Toutes les paix sans condition ne sont pas forcément bonnes à prendre. J'aimerais continuer sur cette lancée et parler un petit peu de la guerre aujourd'hui et essayer de comprendre si les exemples précédents qu'on a eus de guerres qui avaient pour visée des progrès, parce que des guerres ont été déclenchées en se disant on va amener à la fin de dictature à des progrès politiques, à de la démocratie. Je pense à la Libye par exemple, pas à l'Irak, mais aussi un petit peu à l'Afghanistan. Est-ce que ces guerres, et on revient évidemment beaucoup aujourd'hui sur ces guerres en disant qu'en fait elles ont beaucoup plus déstabilisé la région, quel bilan tirer de ce genre de guerres qui sont des guerres pour le bien en quelque sorte, des guerres pour le progrès, aussi étonnant que ça puisse paraître? Monsieur l'ambassadeur, vous avez une réflexion sur le sujet, les guerres pour le bien? J'ai quelques doutes, mais je vais y répondre tout à l'heure. Je voudrais revenir sur 2 points que Madame a évoqués. Le cessez-le-feu, la réflexion autour du cessez-le-feu, et aussi réflexion autour de l'idée de deal qui est chère à l'actuel président américain. Le cessez-le-feu, alors des expériences que nous avons vécues chacun de notre côté, le général et moi, à propos des guerres de l'ex-Yougoslavie, et puis maintenant de cette guerre russe en Ukraine, dont je veux dire quand même, rappeler qu'elle n'a pas commencé en 2022, mais qu'elle a commencé en 2007, 2008 et surtout 2014. Là, quand la Russie s'est saisie de la Crimée et a attaqué le Donbass, et quand c'est l'armée russe qui a attaqué le Donbass, c'était pas une révolte locale contre la mauvaise gestion du gouvernement de Kiev, c'était des soldats russes qu'on avait envoyés depuis Moscou, il n'y a aucun doute. Vous vous souvenez d'ailleurs peut-être de ces images de télévision qui nous font penser d'ailleurs à la phrase de Shakespeare, le monde entier est une scène de théâtre. La Russie avait fait repeindre en blanc ses camions militaires pour les envoyer prétendument comme convoi humanitaire au Donbass. Le convoi humanitaire transportait des hommes, des armes et des munitions. Et quand ces mêmes camions sont repartis, on les a vus traîner par terre parce qu'ils avaient démonté les machines des principales usines du Donbass
ukrainiens et pour les emmener en Russie, vieille tactique soviétique, 1945, les usines allemandes avaient été démontées de la même façon. Donc, cessez-le-feu, on en a eu 2. Minsk 1, Minsk 2, c'était une supercherie, parce que jamais la Russie n'a permis à l'OSCE de remplir ses missions de contrôle et n'a jamais voulu que les équipes de l'OSCE, qui ont perdu beaucoup d'hommes dans ce travail sur place, puissent aller contrôler le respect du cessez-le-feu. Il était question de faire reculer de 30 km les armes lourdes de part et d'autre. Elles n'ont pas reculé d'1 kilomètre du côté russe. Et il était question de préparer des élections libres et honnêtes. Jamais la Russie n'a voulu cela. Il ne faut pas qu'on recommence. Ça veut dire qu'un cessez-le-feu, on peut s'y intéresser, on doit s'y intéresser, mais ça suppose qu'on a les moyens militaires de le faire respecter. S'il s'agit d'envoyer nos soldats pour servir de cible à des agresseurs qui, eux, ne respectent rien, c'est pas la peine. Et l'exemple que le général rappelait en Bosnie, les Serbes ont compris quand les obus de l'armée française allaient détruire leur batterie d'artillerie, pas avant. Donc voilà pour le cessez-le-feu, le deal. Alors c'est absolument surprenant cette conception de Trump, qu'a M. Trump pour le deal. Il a par avance, avant même, alors non pas avant même toute négociation, car avant d'avoir repris son poste le 20 janvier, depuis novembre de l'année dernière, il s'entretient avec Poutine et il discute des conditions d'une soi-disant paix que Trump voudrait pouvoir s'attribuer. Mais il a tout donné à Poutine avant la négociation. Il lui a donné le rétablissement de la Russie au même niveau que les États-Unis en termes d'interlocuteurs privilégiés. Poutine rêvait de ça, de ce dialogue des deux grandes puissances qui étaient États-Unis, Union soviétique, et que l'écroulement de l'Union soviétique avait fait perdre. Donc Trump le lui a redonné. Il lui a redonné de tordre le bras au président ukrainien et à l'armée ukrainienne qui ont pourtant bien défendu leur liberté et leur territoire en contraignant l'Ukraine à des concessions territoriales qui sont absolument inacceptables. Mais on voit maintenant que l'Ukraine n'a pas trop le choix. Et M. Trump a par avance dit à Poutine qu'évidemment, il allait travailler en bilatéral, mais aussi dans le G7 et dans l'Europe occidentale pour obtenir la levée des sanctions économiques qui ont été, et de l'embargo qui a été décrété contre la Russie et qui fait souffrir l'économie russe. Ce n'est pas le moment de lâcher cet embargo. Ça serait une erreur capitale. Revenons peut-être sur ce point, mon général. Oui, la guerre pour le bien, je n'y crois pas. On n'impose pas un système à des pays. Et si vous voulez bien, vous avez cité Afghanistan, Irak et Libye. Je vais très rapidement brosser le tableau. J'étais en 2001 à Norfolk, en Virginie, quand le World Trade Center s'est écroulé. Donc j'ai vu le choc que ça a provoqué aux États-Unis. Tout le monde était autour des États-Unis. Et tout de suite, il s'est agi d'aller chercher M. Oussama Ben Laden et de vaincre les talibans. Très bien. Les Français s'y sont joints à ce moment-là, d'ailleurs. Puis, progressivement, tout a dérivé. Ça a été l'OTAN, ça a été la démocratie, pas de voile pour les femmes, etc., etc. Et ça n'a pas marché. D'abord parce que nos systèmes ne conviennent pas forcément à un pays comme l'Afghanistan. Tous les gens qui sont allés en Afghanistan connaissent le pays avec sa mosaïque d'ethnies, etc. Et les talibans ont joué là-dessus. Et ils ont joué sur le fait que Kaboul, avec sa classe dirigeante, très occidentale, touchant beaucoup d'argent, n'était pas un exemple. Et donc, 20 ans plus tard, la catastrophe qu'on a décrite à Kaboul, le retrait, et le discrédit total sur le système et le retour en arrière avec les talibans tels qu'on les connaît aujourd'hui. L'Irak, j'étais à New York, vous me direz, je suis toujours au mauvais endroit. J'étais à New York en 2003, et donc on luttait diplomatiquement contre les Américains, et on disait aux militaires américains, vous allez gagner la guerre, ça fait aucun doute, vous avez tous les moyens, mais la paix. Et la paix, processus politique. Et les militaires américains, le pire, étaient d'accord avec nous.
Il faut rappeler qu'il y a des indices qui ne trompent pas. Le chef d'état-major avait été changé par M. Bush, comme M. Trump vient de changer le chef d'état-major pour avoir quelqu'un qui est aux ordres. Généralement, ils prennent quelqu'un qui est déjà à la retraite, d'ailleurs, qu'ils font revenir. Et donc, en Irak, ils ont gagné, mais ils ont donné le pouvoir aux chiites, donc à l'Iran, donc à leur pire ennemi. Et donc, aujourd'hui, c'est une catastrophe dans la région. On a eu Daesh qui est arrivé à cause de ça, parce que les sunnites n'ont pas accepté que les chiites prennent, et donc on crée un mouvement. Bref, le tohu-bohu existe toujours. Mais ça, en soi, ça ne discrédite pas l'opération militaire, ça discrédite l'absence de préparation politique de l'après, n'est-ce pas? Oui, mais on est bien d'accord, mais une opération militaire, effet final recherché, doit toujours avoir un objectif politique. Or, si l'objectif politique en Irak était de mettre les chiites à la place, je n'ai pas bien compris quelle était l'opération. Vous voyez? Bon. Et puis je viens à la dernière opération où on était beaucoup plus mêlés, c'est celle de Libye, où il fallait évacuer un dictateur sanguinaire épouvantable qui avait dit qu'il y aurait des rivières de sang dans les rues. Très bien. Sauf que l'effet final recherché, politique, n'est toujours pas là. Et là, pour des raisons internes, c'est mon analyse, des raisons internes à la France. C'est M. Sarkozy qui a lancé cette opération. Puis il y a eu élection en France, et ça a été M. Hollande. M. Hollande ne s'est pas intéressé de ce qui se passait en Libye après. Je suis allé à Tripoli juste après. C'était frappant, c'était incroyable. Vous aviez une constitution, etc., etc. Ils avaient oublié qu'un truc. Ils n'avaient pas dissous les milices, et les milices se payaient sur la bête. Résultat, le pouvoir a été partagé, et la Libye, on sait ce que c'est aujourd'hui, il y a deux gouvernements. Je ne crois pas qu'on aille faire la guerre pour imposer un système, notre système. Notre système, il est bon pour nous, enfin je l'espère. Mais en tout cas, si il doit être appliqué ailleurs, c'est parce que ailleurs a besoin de ce système. C'est eux qui vont chercher le système. Mais on ne va pas leur imposer. Vous savez, quand les Américains sont intervenus en Afghanistan, ça m'avait frappé, ils étaient en train de recruter des traducteurs en arabe, comme si on parlait l'arabe en Afghanistan. Ça montre la méconnaissance de la culture de ces pays-là. Donc, nos démocraties, on a mis du temps à arriver là où on est quand même, ne sont pas bonnes à exporter partout. Et donc, par la voie des armes, c'est encore pire. Puisque, à ce moment-là, vous contraignez l'autre à le prendre. Et donc, ces trois exemples sont des exemples d'échec, parce que l'objectif politique n'a pas été bien défini. En Afghanistan, ça a été pire que tout. Il a changé tout le temps. En Irak, ça a été une lubie de néocons à l'époque. Et puis, en Libye, je l'ai dit, il n'y a pas eu de suivi, en fait, sur l'affaire. Voilà. Mais c'est une excellente question. Est-ce que, du coup, tous les systèmes sont relatifs? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça montre justement, effectivement, l'échec d'une opération militaire qui vise un changement de régime. C'est cette fameuse idée du regime change, qui était l'idée, effectivement, en Irak, en Libye, mais d'une manière intéressante, qui était aussi, en fait, l'idée de Vladimir Poutine en Ukraine. Puisque au départ, lui, il a conçu son intervention militaire en regardant ce qu'avait fait l'Occident, et d'ailleurs en utilisant aussi les narratifs ou les récits, si on prend le mot français, parce que narratif c'est un anglicisme, qu'avaient été ceux de l'époque, puisque si je reviens sur la Charte des Nations Unies, en fait, vous avez trois justifications pour faire la guerre, pour mener une opération militaire légitime. C'est la légitime défense face à une guerre d'agression, la légitime défense préemptive, donc là c'est le cas où vous avez une armée qui masse ses troupes à vos frontières, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'elles vous envahissent avant de pouvoir frapper. C'est le grand exemple historique, c'est la guerre des 6 jours entre Israël et l'Égypte. Et le troisième cas, qui est un nouveau cas en fait, c'est la responsabilité de protéger, qui a été justement portée par la France et par Nicolas Sarkozy sur la Libye en disant quand on a un dictateur qui n'arrive pas à protéger sa propre population et qui au contraire menace sa population, il y a un devoir de la communauté internationale d'intervenir pour protéger la population. Et ça, c'est basé sur l'idée que la souveraineté, elle n'est pas détenue par les États, mais elle est détenue par les peuples. Et la Russie, évidemment, ils ont regardé ça avec beaucoup d'intérêt. Et quelle était la justification en apparence
pour l'Ukraine, c'était de dire, eh bien, au final, on a un régime ukrainien qui est génocidaire vis-à-vis des populations ukrainiennes russophones. Et quand on parlait des signaux faibles, un des signaux faibles, ça a été justement le fait qu'il y a eu beaucoup de plaintes qui ont été déposées à la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, entre 2014 et 2022, par des Ukrainiens russophones, en disant, voilà, on subit des discriminations, etc., qui était en fait une sorte de manœuvre coordonnée russe pour enraciner ce discours-là. Et donc, ce que dit Poutine pour justifier son intervention en Ukraine, c'est vous avez un gouvernement nazi et génocidaire en Ukraine, et donc moi, c'est ma responsabilité d'aller protéger les populations ukrainiennes russophones. Et ça montre aussi à quel point les normes qu'on crée peuvent être utilisées et peuvent être retournées contre nous. Après, moi, je ferai quand même attention à pas faire dans le démocratie bashing, parce qu'il y a beaucoup de démocratie bashing aujourd'hui, donc voilà, je pense qu'il faut essayer de faire du démocratie praising, parce qu'on dit beaucoup, voilà, les démocraties, elles ont fait de l'interventionnisme, pavé de bonnes intentions, et finalement ça marche pas. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que tous les acteurs qui utilisent leur outil militaire, que ce soit des acteurs étatiques ou non étatiques, ont un discours sur pourquoi ils le font. Personne ne dit je fais la guerre simplement parce que c'est pour mes intérêts et parce que je veux devenir plus puissant, plus riche ou que je veux tuer tout le monde. Personne ne dit ça. Si vous prenez le Hamas, par exemple, le Hamas, ils ont publié une sorte d'argumentaire qui s'appelle Our Narrative en janvier de l'année dernière, où ils expliquent qu'ils reconnaissent les normes du droit international et où ils veulent simplement libérer la Palestine. Et la Russie, c'est la même chose. Ils ont un discours en disant, bah voilà, nous, on est contre un régime nazi qui serait le régime ukrainien. Donc, le fait qu'il y ait des justifications par les valeurs, à mon sens, c'est consubstantiel à l'utilisation de la force militaire. C'est très intéressant et on reparlera de l'usage de ces narratifs ou de ces récits tout à l'heure. Monsieur l'ambassadeur, Jus in bellum, jus ad bello, est-ce qu'il y a des guerres qui sont justes et qui valent le coup d'être menées ? C'est un débat philosophico-historico-religieux très, très ancien. Et vous savez très bien que la doctrine catholique prétendait qu'il y avait des guerres justes parce que c'était le Seigneur qui les voulait. Mais vous savez aussi que d'autres philosophes ont dit qu'il n'y avait pas de guerre juste, et le débat continue là-dessus. Mais je voudrais revenir sur deux points qui me paraissent importants et que mes compagnons de plateau ont évoqués, si je peux me permettre de vous appeler ainsi. Le général a eu raison de dire qu'on ne peut pas exporter nos régimes démocratiques. C'est très vrai, et surtout pas le faire par le biais d'une expédition militaire. Mais je veux ajouter que lorsque des États, et notamment européens, veulent à toute force se doter des mêmes régimes que ceux que nous avons et qui respectent non seulement les droits de l'homme, mais la démocratie, les frontières, l'intégrité territoriale, etc. Tous éléments, je voudrais quand même le dire à nos auditeurs, que la Fédération de Russie, héritière juridique de l'Union soviétique, respecte théoriquement sur le papier. Elle a signé avec l'Ukraine 4 accords bilatéraux, 1988, avant la chute de l'Union soviétique, sur la langue, en reconnaissant qu'en Ukraine, il était normal de parler ukrainien, ce que Moscou conteste tout le temps. Et ça me fait répondre à ce que vous disiez sur les communautés russophones qui se prétendent discriminées. C'est du pur mensonge. C'est la propagande de Moscou. Il ne faut rien en croire. Pourquoi ? Il y a des communautés russophones dans pas mal de pays sortis de l'Union soviétique qu'ont fait pour l'essentiel ces communautés. Quand leur république ex-soviétique est devenue indépendante, ils ont tous dit à leurs enfants, vous allez prendre le passeport de la nouvelle République parce que vous pourrez voyager facilement en Europe avec ce passeport. Nous, les parents, comme nous voulons retourner voir tonton, tata, pépé, mémé à Moscou,
on va rester citoyen soviétique, comme ça on n'aura pas besoin de demander de visa pour aller voir les membres de notre famille qui restent en Russie. C'est ça la réalité. Et prétendre qu'ils sont discriminés, c'est un pur mensonge. Un exemple, Estonie, où j'ai servi comme ambassadeur, il y a à peu près 350 000 Estoniens d'origine russe qui vivent dans l'est du pays. Quand eux, ils n'ont jamais voulu apprendre la langue, mais leurs enfants sont allés au lycée estonien et parlent estonien comme des Estoniens, je veux dire, c'est ça. Et donc, non, il ne faut pas croire la propagande soviétique et russe là-dessus, c'est un pur mensonge. Voilà ce que je voulais dire. Alors, l'autre point, guerre juste, pas juste, Poutine se sert toujours de cet argument « je défends les Russes partout où ils sont ». Souvenons-nous, mon général, c'était l'argument de l'Académie des sciences de Serbie qui prétendait que là où il y avait eu des Serbes, c'était, et ça resterait toujours, des terres serbes. C'est totalement faux. Mais bon, il ne faut pas croire ce genre de propagande. Et là, il faut s'opposer à la Russie, leur dire, écoutez, non, ce que vous racontez n'est pas vrai, vous ne pouvez pas le démontrer. La preuve, c'est que vos Russes d'origine, ils sont très bien dans les pays que vous agressez. Et pour la défense de l'Ukraine, vous avez vu plusieurs fois des reportages montrant que des russophones d'Ukraine se sont portés volontaires dès 2014 et dès 2022 et qui se battent contre les troupes russes. Voilà. Absolument. Continuons de cheminer. On a donc démontré que la guerre n'avait pas disparu, que toute paix n'était pas bonne à prendre, qu'il y avait des guerres qui étaient plus justes que d'autres, mais qu'il fallait surtout en réfléchir à sa finalité politique et à préparer l'après-guerre au moment où on la lance. Sinon, ce n'est qu'une une opération militaire sans fin. Pour dépasser ces contradictions et faire que la paix ne soit pas que l'intervalle entre deux guerres, ce que disait Jean Giraudoux, y a-t-il une intensité de conflictualité maximum que des sociétés puissent tolérer? En d'autres termes, pour éviter d'aller jusqu'à la guerre et tenant compte du fait qu'il y aura toujours des conflits entre les nations et entre les peuples et entre les dirigeants, qui sont des choses différentes, il y a des nouvelles formes de conflictualité qui sont apparues et qui visent à rester en dessous du seuil de la guerre. Et ces nouvelles formes de conflictualité, vous en êtes une spécialiste, Madame Ferret. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la manière dont les normes, les récits sont arsenalisés et qu'est-ce qui est fait pour éviter justement qu'elle dépasse le seuil un seuil critique au-delà duquel il y aurait effectivement une guerre? Oui, alors en fait, ce que je dirais simplement sur ce point, c'est qu'il y a eu cette théorie qui d'ailleurs a été beaucoup... Enfin, les stratèges russes ont beaucoup contribué à cette théorie de contournement de la force armée, avec cette idée que finalement, ça coûtait quand même très cher de faire la guerre, et que du coup, et qu'en plus, on rencontrait beaucoup plus d'opposition politique, etc., et que donc, mieux valait essayer de contourner l'opposition directe par ce qu'on a appelé la guerre hybride. Alors, il y a eu beaucoup de débats sur est-ce que c'est un bon concept ou pas, etc. Mais en tout cas, c'est un problème qui se pose. Et la guerre hybride, c'est quoi? C'est mener une guerre donc, en utilisant des armes immatérielles, principalement, c'est-à-dire des armes économiques, du cyber, de la désinformation et en utilisant le droit, donc ça c'est ce qu'on appelle le lawfare, pour essayer de venir à ses fins. Donc, par exemple, essayer de judiciariser tous les chercheurs qui émettent des travaux critiques sur la Russie, mais en utilisant des tribunaux européens dans l'espace européen avec des normes européennes, ce qu'a beaucoup fait la Russie dans tout ce qui est critique de RT et Sputnik, par exemple. Mais ce qu'a fait aussi la Chine, on se souvient de la chercheuse Valérie Niquet à la Fondation de la recherche stratégique, qui a été accusée en fait de diffamation par Huawei, parce qu'elle avait dit que Huawei et le gouvernement chinois avaient des intérêts communs et étaient en partie liés, ce qui, par ailleurs, est la réalité. Donc cette guerre hybride, c'est utiliser aussi les garde-fous démocratiques pour faire en sorte que les démocraties ne sachent pas réagir
quand il y a vraiment un conflit armé. Et on se souvient aussi de l'affaire Skripal, qui a beaucoup été utilisée pour prouver ça, qui est donc Sergei Skripal, qui était cet agent russe qui a été retourné, ou en tout cas qui était un double agent par les Britanniques, et qui a été empoisonné sur le sol britannique. Ce qui a posé la question, ce qui a posé la question pour les autorités britanniques de comment on réagit. Est-ce que c'est un acte de guerre? Est-ce qu'on actionne l'article 5 de l'OTAN? Et donc, est-ce qu'on considère que voilà, c'est un motif suffisant pour partir en guerre contre la Russie? Et la Russie savait qu'en faisant ça, probablement les pays européens ne voudraient pas utiliser l'article 5 et faire vraiment la guerre à la Russie, donc que ce serait une opération qui pourrait mener en toute impunité, tout en envoyant un message très fort en disant, voilà, nous, on peut vous atteindre partout où vous êtes, même sur le territoire européen. Et ça a aussi participé à la lecture stratégique de Poutine de, même si j'envahis l'Ukraine, finalement, il n'y aura pas de réponse des Européens parce que les Européens sont englués dans une aversion justement par rapport à la chose militaire et ne se sont pas du tout appropriés le langage du rapport de force et donc ça va aller. Donc finalement, la question aujourd'hui, quand on est dans la situation dans laquelle on est et quand on est européen, c'est faire face à deux défis. Premièrement, reconstruire une industrie de la défense et des forces armées qui soit suffisamment crédible pour faire en sorte qu'il y ait une forme de dissuasion à nouveau. C'est ce qu'on appelle aussi faire du signalement stratégique, c'est-à-dire dire, ben voilà, nous, par exemple, s'il y a un cessez-le-feu en Ukraine, on va déployer des garanties de sécurité. Donc des forces, mais des forces suffisamment musclées en termes d'équipement pour qu'en face, la Russie se dise « Ok, il y a potentiellement des conséquences militaires si je romps le cessez-le-feu ». Et deuxièmement, il faut se préparer à faire face à des guerres hybrides et à des menaces hybrides de la part de la Russie, c'est-à-dire de la désinformation, des attaques cyber, des attaques qui utilisent par exemple l'arme de l'énergie, qui utilisent les migrants, comme ça a été beaucoup le cas en Europe de l'Est, avec l'instrumentalisation de flux de migrants, notamment par rapport à entre la Biélorussie et la Pologne. Et c'est ça qui est très compliqué. Et pourquoi c'est très compliqué? Je terminerai par là. Parce que, en termes de finances publiques, pour nous, Européens, et particulièrement pour nous, Français, financer la défense, ça veut aussi dire, même si c'est pas dit comme ça, mais à mon sens, ça veut aussi dire faire des sacrifices dans d'autres services publics. Or, plus on fait des sacrifices dans d'autres services publics, je pense à la justice, je pense à la santé, je pense à l'éducation et à la transition écologique, plus on fragilise aussi nos sociétés et donc plus on les rend perméables à la désinformation russe et aux attaques hybrides. Et donc on est pris en étau dans ce dilemme-là et c'est ça aujourd'hui qu'il faut résoudre et auquel il faut s'employer justement à mettre nos intelligences collectives pour essayer de trouver des solutions. Mon général, comment est-ce qu'on résiste à ces attaques qui sont en dessous du seuil critique, en dessous du seuil de représailles, pas massives, mais de représailles militaires, et qui pourtant testent en permanence la limite de nos démocraties? Bien sûr, alors je ne dis pas qu'il faut se préparer à ça, on le fait déjà. Il faut être mieux armé, cette guerre a commencé depuis longtemps. Je pense aussi que ça vient, il faut en être conscient, à la fois de la faiblesse de notre système, de la richesse, mais de la faiblesse de notre système, mais aussi de la faiblesse de l'appareil militaire adverse. Je m'explique. Certains d'entre vous ont probablement connu, comme moi, la période d'avant les années 90. Moi, j'étais à Baden-Baden, officier opération du 2e corps. Mes plans d'engagement, c'était la trouée de Fulda, où le 2e corps d'armée était la réserve de groupe d'armée centre face au pacte de Varsovie. Et je rappelle qu'à l'époque, les chars russes étaient à 2 étapes du Tour de France de Paris. Donc, c'était ça, une puissance militaire énorme, qu'on exagérait parfois d'ailleurs, on s'en est aperçu après.
et qui étaient capables de venir jusque chez nous. Aujourd'hui, on a reculé de 2000 km et l'effort militaire qu'on demande aux armées françaises, on viendra peut-être sur la dissuasion après, mais l'effort militaire, ce n'est pas pour défendre la frontière sur le Rhin. C'est pour aller en Pologne, en Roumanie, et ensemble, en coalition, être capable de dissuader l'adversaire, le compétiteur, dit-on aujourd'hui, pour ne pas dire adversaire, le compétiteur, de venir nous attaquer directement. Et comme aujourd'hui il n'a pas cette capacité, il utilise les moyens asymétriques, la communication, le cyber, et il va essayer d'enfoncer des coins dans notre dispositif. Notre dispositif, il a un avantage majeur qui s'appelle la liberté, dans lequel vous pouvez être contre, pour, on va vous critiquer, on va même vous honnir, mais on ne va pas vous tuer. Chez M. Poutine, ça ne se passe pas exactement comme ça. Et donc, ils vont utiliser le langage, le cyber étant un outil pour utiliser ça, extrêmement puissant, hein, où on va affaiblir notre société, par exemple, bloquer tes hôpitaux. Ça, par le cyber, on attaque des hôpitaux, on les bloque, et on dit, vous avez vu ce qu'on est capable de faire? Donc, soyez sages. Et on va utiliser pour ça des mouvements politiques, des mouvements sociaux, qui vont exactement poser la question qui vient d'être posée. Qu'est-ce que vous choisissez? La sécurité sociale, la retraite à 60 ans, ou de pouvoir vous défendre face à un système? Et tout le monde va vous dire, mais le système n'est pas dangereux, on risque rien. C'est vraiment cette question qu'il faut se poser. La belle devise de l'école de guerre, si vis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Je le dis tout le temps, il faut s'armer dans le domaine du dur, des avions, des canons, etc. Dans le domaine du soft, en langage, ce qu'on appelle les forces morales. Thucydide, encore lui, disait « La défense de la cité ne repose ni sur les vaisseaux, ni sur les murailles de la cité, mais sur le caractère des citoyens. » Il faut absolument s'armer pour défendre notre démocratie, ce que nous sommes, avec ses qualités et ses défauts, de façon à pouvoir continuer à vivre comme ça, mais ça demande un effort permanent. Et je disais, avant de venir, j'étais sur une émission jeudi soir, où à la fin, on nous a présenté un extrait historique savoureux. Monsieur Daladier et monsieur Paul Reynaud, en novembre 1938, disant « Attention, on ne va pas continuer à vivre une semaine à 2 dimanches alors qu'il faut s'armer. Il va falloir prendre des mesures. » Et ces mesures, elles ont été prises en avril 1939, trop tard. Merci, mon général. Oui. Monsieur l'ambassadeur. Oui, écoutez, je souscris à ce qui vient d'être dit, oui, mais je voudrais compléter de la manière suivante. Il y a enfin un réveil des consciences politiques en Europe de l'Ouest, en Union européenne, mais au-delà. Aujourd'hui, à Londres, après lundi dernier à Paris, il y a eu 2 réunions importantes. Non seulement les 27, mais aussi le Royaume-Uni, la Turquie et maintenant l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, etc., qui se réunissent pour étudier ce qu'on est capable ensemble de mettre en commun pour réarmer. Il faut nous réarmer, aider, continuer à envoyer de l'armement à l'Ukraine qui en a bien besoin, et montrer à Poutine qu'à la différence des années passées, où il a su profiter de chacune de nos marques d'hésitation ou de faiblesse. 2 exemples. Avril 2008, l'Ukraine et la Géorgie demandent à la réunion ministérielle de l'OTAN de bien vouloir leur accorder le statut de pays qui se prépare à une adhésion future. Malheureusement, Français et Allemands, contre l'avis des Américains, qui pour le coup étaient pour satisfaire cette demande, nous avons dit non, ces pays ne sont pas prêts.
c'est malheureusement vrai, il n'était pas prêt à l'époque. Mais qu'a fait Poutine? Avril 2008, on refuse de donner à ces deux États ce statut. Fin juillet 2000, début août 2008, il attaque la Géorgie. Deuxième exemple, 2013, le président américain Obama déclare que si le régime de Bachar el-Assad utilise contre sa population des armes chimiques, il y aurait franchissement d'une ligne rouge que les États-Unis n'accepteraient pas et il y aurait réaction. Bachar bombarde sa population avec des armes chimiques. Les militaires et les aviateurs français sont prêts à décoller. On a dit aux Américains qu'on était de leur côté et qu'on allait réagir. Et c'est Obama qui renonce au dernier moment et qui plante tout le monde. Que fait Poutine? Eh ben, lui, il envoie son aviation soutenir le régime de Bachar el-Assad. Le seul qui ait réagi à l'époque, vous vous souvenez, c'est le président turc Erdogan. Lorsqu'un avion militaire russe a violé l'espace aérien turc, la réponse a été immédiate. Cet appareil a été détruit et M. Poutine n'a pas menacé la Turquie. Il faut maintenant qu'on lui montre, chaque fois qu'il déborde, il y a une réaction et il faut continuer à se préparer parce que cet homme-là n'arrêtera jamais. C'est lui qui proclame partout que l'Empire russe n'a pas de frontières et qui laisse dire, mesdames et messieurs, qui laisse dire à son vice-président de la Douma que la doctrine nationale de la Russie est maintenant la guerre. Voilà, fin de citation. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je voudrais juste le petit mot de la fin pour laisser ouvrir les questions, ouvrir le temps aux questions de l'Assemblée. Finir peut-être par ce que vous disiez tout à l'heure, mon général, sur la dissuasion, sur le concept de gagner la guerre avant la guerre, ce qui est aussi le concept cher à notre chef d'état-major des armées, le général Burkhardt. La dissuasion aujourd'hui, on en parle beaucoup parce qu'effectivement, dans la mesure où si les États-Unis venaient à retirer ou à alléger leur protection nucléaire, beaucoup de discussions aujourd'hui sur la qualité et le remplacement éventuel par le parapluie français. Il y avait beaucoup d'angles morts dans cette logique. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est crédible que la dissuasion nucléaire française remplace la dissuasion nucléaire américaine en Europe? Alors, le premier point, c'est qu'il faut revenir à la spécificité française. La dissuasion nucléaire a été voulue par le général de Gaulle pour que nous soyons autonomes, et il a voulu l'élection au suffrage universel du président de la République pour ce faire, puisque c'est lui qui a la capacité d'utiliser l'arme nucléaire. Alors moi, ça m'a beaucoup amusé parce que je suis interviewé par des Allemands, par d'autres, et on voit qu'ils ne comprennent rien. Nous, depuis les années 63-64, la dissuasion nucléaire, c'est devenu un langage, la grammaire nucléaire, comme on dit, qu'on connaît en France. Alors, plus ou moins, suivant les degrés d'imprégnation, mais on les connaît. Et le président Macron a parlé de l'extension de la protection nucléaire. Il ne s'agit pas de donner l'arme nucléaire, mais l'extension de la protection de l'arme nucléaire. Mais les présidents précédents l'avaient dit. Je ne sais plus si c'était M. Sarkozy ou M. Hollande qui avait dit « Est-ce que les intérêts vitaux de la France s'arrêtent à la frontière française ?» Non, elles vont plus loin. Et la grande nouveauté, c'est que, et le premier, ça a été le futur chancelier Merckx, celui qui a mis qui est en train de constituer sa coalition, qui le premier, alors ça, c'est une révolution en Allemagne, parce que plus atlantistes que les Allemands, on meurt, c'est pas possible. Donc, lui a dit, c'est un sujet intéressant, et il a été suivi par un certain nombre de pays. Et je pense que ce qui est très intéressant, parce que je suis interviewé très très fréquemment là-dessus, et je dis, mais attendez, tous les otaniens là, qui ont soi-disant des F-35 pour transporter des bombes américaines, est-ce qu'ils se sont posé la question que c'était seul le président américain qui décidait? Jamais. Mais là, c'est le président français. Donc, en France, on se pose la question. Je dis bien en France. À l'étranger, ils disent on doit en discuter et il doit y avoir un dialogue là-dessus. Je reviens sur la spécificité française. On parlait des chefs d'état-major qui étaient à Paris mardi.
Et j'ai eu quelques nouvelles de l'intérieur. Il y a quelques chefs d'état-major, on les a emmenés voir le CPCO. Qu'est-ce que c'est que le CPO? C'est le centre de l'état-major des armées où on commande les opérations. Et là, la ligne, elle est directe. Il y a le président avec son état-major particulier, le chef d'état-major et les armées. Et il est capable de commander terre, air, mer, aérospace, guerre, cyberguerre, etc. Tout ça. Et là, on voyait des chefs d'état-major étrangers qui étaient là. Ils disaient, mais nous, on n'a pas tout ça. Nous, on ne sait pas faire ça. Nous, notre chaîne, c'est NATO. L'état-major de l'OTAN va donner des ordres directement à notre état-major. Et donc là, ils sont en train de se dire, ah ouais, mais si ça ne marche pas, comment on fait? Il y en a qui savent faire. Les Français, les Anglais, au passage, savent faire aussi, même s'ils sont très otaniens aussi. Hein. Ils savent faire parce qu'ils ont une tradition un peu impériale et on a beaucoup travaillé ensemble. Hein. Donc, la dissuasion, c'est ce qui permet, mais elle n'est pas seule. Je parlais de l'élection au suffrage universel du président de la République et je reviens à ma situation de Thucydide sur les forces morales. Le président de la République a dans ses mains le pouvoir délégué par les citoyens. Et le nucléaire, sur les plateaux télévisés, dès qu'on en parle, M. Poutine adore agiter l'arme nucléaire régulièrement, et tous les journalistes tout de suite nous disent « mais c'est la panique, tout le monde a peur ». Et moi, je reprends les paroles du Saint-Pape Jean-Paul II, « N'ayez pas peur, soyez forts, et c'est comme ça qu'on dissuadera ». Merci mon général. Madame Ferret, sur la dissuasion. Alors, ils n'ont pas compris. Est-ce qu'on est bien expliqué? Ou est-ce qu'on a expliqué tout? Il n'y a pas des angles morts dans notre propre théorie d'extension de la dissuasion? Alors, donc, c'est toujours très compliqué de parler de dissuasion quand on n'est pas soi-même nucléariste, mais déjà, pour replanter un peu le décor, parce que je ne sais pas si tout le monde a ça en tête, en Union européenne, il y a un seul pays qui est doté de la bombe nucléaire, c'est la France. Dans l'OTAN, on a un cadre qui est un petit peu différent parce que effectivement, les Américains, et je le redis pour que ce soit bien clair, en fait, mettent des vecteurs nucléaires, notamment en Allemagne, pour assurer justement le parapluie nucléaire américain en Europe, qui sont pilotés par des pilotes allemands, mais ce sont les Américains qui détiennent la possibilité justement de les frapper, ou de les déclencher. Alors, sur le nucléaire, il y a beaucoup de questions, parce que ce qu'on voit, et c'est ça qui est quand même très... Là, je serais très intéressée d'avoir vos points de vue aussi. En fait, on voit un État nucléaire, la Russie, qui n'a pas perdu une guerre conventionnelle, mais qui n'a pas non plus gagné une guerre conventionnelle, contre un État non doté, c'est-à-dire l'Ukraine. Et on voit pareillement un État doté de l'arme nucléaire, Israël, qui n'a pas gagné non plus sa guerre contre un groupe armé non étatique. Donc, ça pose la question de comment on passe de cette dimension conventionnelle à la dimension nucléaire. Après, l'état des réflexions aujourd'hui sur le parapluie nucléaire français étendu à l'Union européenne, bon déjà, il faut savoir qu'il y a toujours eu effectivement une dimension européenne à la dissuasion nucléaire française, parce que l'idée, c'est que dans la définition des intérêts vitaux, vous l'avez dit, la sécurité et la stabilité de l'Europe fait partie des intérêts vitaux de la France. Et moi, ma lecture de ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, c'est ça qui est en jeu. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas toujours. En fait, la Russie, qu'est-ce qu'elle veut, la Russie? Elle veut la vassalisation de l'Ukraine. Donc tout ce qui n'est pas vassalisation de l'Ukraine comme discussion pour un cessez-le-feu, pour une paix, en fait pour eux c'est pas sérieux. Et ils veulent l'extension en fait de la Russie dans ses frontières de l'URSS et la destruction de l'Union européenne ou le démantèlement de l'Union européenne, qui est un contre-modèle et qui en plus empiète sur ce qu'ils considèrent être leur zone d'influence. Aujourd'hui, que veulent les États-Unis? Alors là, c'est moins clair. Mais on peut émettre l'hypothèse que ce que veulent les États-Unis, c'est aussi un démantèlement de l'Union européenne.
Pourquoi ? Parce que l'Union européenne, elle propose des normes qui en fait protègent le marché de l'Union européenne et du coup qui empêchent l'entrisme des entreprises américaines, et parce que finalement pour eux ce serait plus rentable de discuter pays par pays de droits de douane, etc., et qui pourrait se faire plus de marge, et qu'en plus ils pourraient payer moins en se retirant de la défense européenne. Donc si on fait un cessez-le-feu et qu'on déploie des troupes françaises, l'idée c'est justement, c'était la même idée il me semble à la guerre froide, de dire finalement si Poutine tue des soldats français le long du cessez-le-feu, là il a derrière, il doit dealer avec un pays qui a la bombe nucléaire, et donc où potentiellement il y aurait un enjeu nucléaire derrière, et donc c'est ce qui va faire que il va pas arriver là. Le problème, c'est que Poutine, à mon sens, il va se dire, mais les Français n'iront jamais envoyer un missile nucléaire sur Moscou et sur des villes russes pour l'Ukraine. Et voilà, donc en fait, le problème, c'est, moi, encore une fois, je dis avec beaucoup d'humilité, parce que je ne suis pas nucléariste, mais pour moi, le problème de cette discussion sur le nucléaire, c'est ça, c'est à quel point en fait on est dissuasif et à quel point on est crédible, surtout face à la Russie, quand on sait que nous, même si c'est pas une question de nombre de têtes nucléaires, parce que ce qu'il faut, c'est simplement être capable de faire une seconde frappe une fois qu'on est frappé. Mais bon, quand même, quand on reprend les chiffres, on a d'un côté la Russie qui a des milliers de têtes nucléaires, je crois que c'est de l'ordre de 4000. 6000. 6000, voilà, dont des tactiques. Et nous, en France, on n'a plus de tactiques. Du tout. Et on est à moins de 300. Oui, on est à un peu moins de 300. Donc voilà, je pense que ça repose un peu le... Là encore, oui. Non, honnêtement... Je pense que là, il y a un vrai débat. Non. Vous avez une heure ? Parce que je pense qu'on est reparti. Non, oui. Honnêtement, le nombre de têtes n'est pas un sujet, c'est la technologie. Je rappelle que dans la loi de programmation militaire actuelle, là, 60% de l'investissement est fait pour la modernisation de notre arme nucléaire. Donc, je rappelle que le moyen essentiel, ce sont les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Oui. On a des avions aussi, mais c'est surtout les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Donc, ils doivent être furtifs, disparaître pour ne pas être des cibles, et lancer des missiles. Ils en ont 16 chacun, des missiles avec des têtes Mirvé qui sont capables de pénétrer la défense antiaérienne russe. C'est ça la clé. Parce que qu'il y en ait 4000 ou quand il y en ait 900, quand Moscou en prendra une sur la figure, ça suffira. Hein. Donc, c'est pas, je pense pas. Ensuite, faisons bien attention. Je m'excuse, hein, mais faisons bien attention. Ce sont les intérêts vitaux. Les soldats français qui se battent sur la frontière, c'est pas un intérêt vital, ça. Je rappelle qu'on a eu des soldats dans différents théâtres d'opération. Ils ne sont pas couverts par la dissuasion nucléaire. Hein. Donc, les intérêts vitaux, ça veut dire quelque chose qui touche le cœur de la France. La Pologne, les pays baltes, oui. Alors, en revanche, je reviens quand même sur les présences françaises, parce qu'on a des soldats en Estonie, on a des soldats en Roumanie. Pourquoi on a des soldats en Estonie ? Avec les Britanniques, d'ailleurs, dans un bataillon mixte. Hein. Parce que si les Russes attaquent l'Estonie, ils tombent face à des troupes françaises et britanniques. On est capable au passage d'envoyer des renforts, parce que ça ne se passe pas par un coup de sifflet. Hein. On le voit arriver. L'attaque qui est arrivée le 24 février, l'OTAN le savait, avait arrêté ses exercices en novembre en disant « il se prépare ». Simplement, après ça, c'est la crédibilité qu'on accorde. Hein. Nous, en France, on avait tendance à dire « il n'osera pas ». Bon, on n'est pas dans la tête de Poutine, hein, donc c'est un peu compliqué. Mais ça veut dire que si les troupes russes attaquaient l'Estonie, par exemple, elles se trouvent face à des soldats français et britanniques, donc nous sommes en guerre contre Moscou. Et c'est ça. Et c'est le premier échelon de la dissuasion. Et l'autre échelon de la dissuasion, c'est bien sûr la dissuasion nucléaire qui doit fonctionner. Et généralement, on a tendance à dire que le nucléaire dissuade du nucléaire. Hein. Et puis, juste une petite parenthèse, pardonnez-moi, je suis un peu long, mais le nucléaire tactique, je dis toujours, Dieu soit loué, nous n'en avons pas.
Parce que je ne crois pas à la gradation, vous savez. On va faire une petite bombe, puis une plus grosse, puis une plus grosse, puis une plus... Ça n'existe pas. Le général de Gaulle, que je vais singer 2 minutes, disait « tactique, stratégique, m'emmerdez pas, tout ça c'est du nucléaire ». Merci mon général. Oui. Monsieur l'ambassadeur, le mot de la fin, je crois qu'il y a plein de questions. Non, mais alors, pour parler de la grammaire nucléaire évoquée par le général, je me sens incompétent. Seul le président de la République, sa chaîne de commandement militaire, peuvent parler de cela en connaissance de cause. Mais permettez quand même à un civil et diplomate à la retraite de donner l'idée suivante. Notre dissuasion nucléaire, et heureusement que nous l'avons, mais sera d'autant plus prise en considération que le niveau de préparation et de réarmement et d'engagement de nos forces armées conventionnelles sera plus élevé. Ça, Poutine le prendra en compte. Tout à fait. Faibles, et je voudrais dire, point de vue de diplomate, pourquoi est-ce que Poutine passe son temps à brandir la menace nucléaire russe ? Parce qu'il sait que l'armée russe n'est pas flambante, pas du tout. Il a des troupes beaucoup plus nombreuses que les nôtres, que les troupes ukrainiennes, que les troupes allemandes, etc. Mais vous savez combien il en perd chaque mois depuis qu'il a attaqué l'Ukraine en 1922 ? La première année simplement, et des calculs, alors macabres, mais sérieux, montraient que les Russes avaient perdu au moins 180 000 personnes, tuées ou invalidés de manière tellement lourde qu'ils ne pouvaient plus retourner au combat. Ça fait 3 ans qu'ils en perdent autant. L'armée russe reçoit chaque mois 30 000 nouveaux contractants. Attirés par quoi ? Par les soldes faramineuses que le ministère russe de la Défense propose et qui sont 10, 12, 15 fois le salaire moyen. Et même les familles et les épouses de ces contractants les poussent à aller en leur disant, le cynisme est roi, vas-y, parce que même si tu te fais tuer, nous aurons une maison, une voiture. Et vous vous souvenez qu'au début de l'agression russe en 1922 contre l'Ukraine, l'armée ukrainienne a réalisé un tour de force. Ils ont attrapé des prisonniers russes, ils leur ont donné des téléphones portables en leur disant « appelle ta femme ou appelle ta mère ». Et ils ont enregistré les conversations. Vous savez ce que les conversations ont montré ? Premièrement, la famille en Russie disait aux soldats « mais il faut prendre la télévision, l'ordinateur, la machine à laver ». Et ils ajoutaient « comment est-ce que ces Ukrainiens osent vivre mieux que nous » Vraiment. Il ne faut pas oublier cela. La Russie n'a pas une armée. On en a eu peur longtemps. On voyait le parc de chars de l'Union soviétique. Mais vous avez vu comment elle s'est comportée en 22-23. Ce n'était pas une armée tout à fait performante. Elle a fait des progrès depuis. Elle a appris les drones. Elle a changé un peu sa chaîne de commandement. Pas complètement. Ils ont gardé, excusez-moi mon général, je vais faire un mauvais jeu de mots contre un militaire russe, ils ont gardé le même chef d'état-major des armées, M. Gerasimov, dont certains militaires russes disent « il est tellement nul qu'on ne peut pas le changer ». Voilà. On va s'arrêter sur ces bonnes paroles, si vous le voulez bien. Et j'aimerais profiter des quelques minutes qui nous restent pour ouvrir les questions à l'Assemblée. Est-ce qu'on peut mettre un peu de lumière ? Est-ce qu'on peut avoir un micro ? Et on va prendre 2-3 questions d'un coup. Comme ça, on va gagner un petit peu de temps. Je vois que monsieur a levé la main. Ici, là, voilà, 3 questions. On va les prendre d'un coup, si vous le voulez bien. C'est une question sur la génération de force. La dissuasion conventionnelle, puisque la dissuasion nucléaire a assez peu de chances d'être utilisée, la dissuasion conventionnelle, c'est pour la France plus de Rafales, plus de frégates et plus de satellites. C'est aussi probablement une centaine de milliers d'hommes en plus. Je crois, mon général, qu'on est à 200 000 militaires français, dont 70 000 déployables en troupes de mêlée. Passer de ce niveau-là à 100 000 de plus, est-ce que ça vous paraît jouable et crédible, en particulier si on considère 2 critères. Le premier critère, c'est celui de la rusticité.
la distance entre le Est-ce que je peux paysan... vous demander d'avoir une question un peu courte, sinon on aura Je du vous en mal prie. à satisfaire tout le monde. Est-ce que ça vous paraît crédible aujourd'hui de trouver 100 000 hommes dans les 5 ans qui viennent? Alors, génération de force, plus 100 000 hommes crédibilité. Une autre question, comme ça on les prend toutes. Monsieur au premier rang peut-être? Oui, moi je voulais non. poser une question concernant l'effort de réarmement au niveau des pays européens. J'ai cru entendre dire que les Pays-Bas, dans la coalition actuellement au gouvernement, donc il y a 3 membres de la coalition sur 4 qui s'opposent à cet effort de réarmement. Est-ce que vous avez des précisions à ce sujet-là? Ce qui me paraît très inquiétant quand même concernant l'Europe face effectivement à la Russie. La position des États, ce qu'on appelle l'État frugaux. Une autre question peut-être en première ligne, et puis on va s'arrêter là peut-être. Oui, Jean-Yves Le Drian avait dit qu'il fallait créer en tout cas d'urgence une 4e armée. Donc bien sûr c'est l'armée cyber. Et j'aimerais savoir aujourd'hui quelle place elle occupe dans la hiérarchie des différentes armées. Je sais bien que tout est fonctionne ensemble, mais quelle est la place et quel est le projet? On commence par la génération de force peut-être. Ouais, alors la génération de force, 200 000 hommes en plus, non. Pour l'instant, alors d'abord, il faut en mettre en chapeau un problème majeur de tous nos pays européens, la démographie. Nous sommes des pays en train de mourir. Je rappelle que la France qui est... oui, mais pour l'instant, on parle de la génération de force française. Et je rappelle que pour avoir une population qui reste à peu près au même niveau, il faut être à taux de fécondité 2,1. La France, qui était le dernier pays en Europe à avoir des taux à peu près corrects, est descendue à 1,6. Alors, on parlait de la Russie, c'est 1,2, et l'Ukraine, pareil. Hein. Donc, on a un problème. Les mathématiques, c'est pas comment on a plus, puisqu'on a moins. Le chef d'état-major de l'armée de terre me dit, en 2030, on n'est pas capable de recruter le nombre de soldats qu'on a aujourd'hui. Donc notre problème aujourd'hui, ce sont, les réservistes. On doit augmenter à 80 000, on est à peu près à 40 000, donc augmenter les réservistes. Donc ça veut dire une vision différente du citoyen. Est-ce qu'on a plus de citoyens qui vont être des, comme disent les Anglais, des part-time, des réservistes, des soldats à mi-temps. Donc c'est ça la question. La montée en puissance des forces, aujourd'hui, elle ne se porte pas là-dessus. Alors, vous avez parlé des rafales, des frégates, oui. Vous noterez, on ne dit pas une division blindée de plus. On ne parle pas de ça. Parce qu'on considère que notre force, ça va être d'augmenter nos capacités, en particulier dans les stocks de munitions, dans les capacités, dans les drones, dans tous ces trucs-là. C'est ça, la montée en puissance. Et il va plus loin, il me dit, en 2030, si on n'a pas les soldats, qu'est-ce que ça va être la première ligne? Ça va être des robots. On va robotiser. Parce qu'on n'a pas la capacité humaine. Bon, ça c'est le premier point. Je passe au cyber, et puis je me souviens plus de l'autre. Les états frugaux. Oui, sur les états frugaux. Alors, sur le cyber, il y a un commandement cyber qui a été créé, qui est à Rennes, et ça marche très très bien. Et moi, je vais vous dire, je suis dans des groupes de travail au campus cyber, qui est à côté de la Défense, qui est un endroit fantastique. Et je suis bluffé parce que je suis comme vous, j'ai des cheveux blancs, je suis un vieux Cro-Magnon là-dedans, ils ont tous entre 30 et 35 ans, des doctorats d'algorithmes, de machin et tout, et ils font un travail exceptionnel. Et ça, je voudrais le souligner parce qu'on a trop tendance à dire « Ah, les Français, on est mauvais, c'est comme à l'époque des années 60, la bombe, ça va être une bombinette, vous comprenez, la bombe nucléaire. Une bombe nucléaire, c'est une bombe nucléaire. » Ben là, c'est pareil, le cyber, on a des gens fantastiques, on a des capacités, on est en train de s'offrir un ordinateur quantique, on a mis 1 milliard dans la défense sur l'intelligence artificielle, en créant une agence de l'intelligence artificielle, en installant le laboratoire à l'école polytechnique, dont je rappelle qu'elle est quand même militaire. Donc on est allé voir, le chef d'état-major est allé voir le jeune polytechnicien en disant « Écoutez, vous gagnerez 2 flics plus tard, mais on a besoin de vous pendant les 5 premières années que vous travaillez avec nous sur ces sujets-là. » Donc on a des capacités extraordinaires. Alors sur les Pays-Bas, bon... Je ne vais pas dire de mal de l'armée des Pays-Bas. En Yougoslavie, on avait une batterie de Marines des Pays-Bas. Mais ce n'est quand même pas une grosse armée. Ce n'est pas ça qui va changer Ce qui va changer la donne, ce sont les Polonais, ce sont les Allemands. Voilà. Ça, oui, c'est important. Et les Allemands, au passage, c'est pour ça que je soulignais le futur chancelier. Il a fait une révolution complète. Les Allemands, c'était, hors des Américains, point de salut.
Et là, ils sont en train de se dire, c'est pas gagné. Et donc, mais il y a une vraie révolution. Vous savez, depuis 1945, on n'a pas à s'en plaindre. On ne voulait plus qu'ils soient des vrais soldats. Hein? Moi, j'ai commandé une unité franco-allemande. Mon adjoint, que j'ai revu il y a 3 jours, m'a dit, j'étais avec vous, et vous vous souvenez, j'ai dit, parce qu'on avait des problèmes de discipline terribles avec les soldats allemands, qui étaient à l'époque des appelés, hein, c'était des citoyens. Et il me dit, oui, mais dans l'armée française, vous avez de la chance, vous avez la discipline. Alors quand un Allemand vous dit ça, vous vous dites que quand même, il y a un problème. Hein, donc, pendant des années, on a fait ça. Bon, ben maintenant, il faut qu'ils remontent la pente, qu'ils comprennent qu'il y a un danger existentiel. Et je répète, ce n'est pas toujours sur les frontières. Je pense que la dissuasion nucléaire et la dissuasion, notre capacité militaire peut dissuader, mais c'est surtout dans le domaine de la communication et du cyber. Ouais. C'est là que le combat a commencé et qu'il faut continuer, il faut être très fort. Le mot de la fin, monsieur l'ambassadeur. Oh, peut-être pas le mot de la fin, mais pour revenir à la question qui portait sur nos partenaires européens, là aussi les mentalités changent. D'abord, l'achat de ces fameux avions F-35 américains par beaucoup. Madame a rappelé pourquoi c'est fait. Oui, c'est pour transporter des ogives nucléaires sous contrôle américain. Mais voilà 2 nouvelles intéressantes à rappeler maintenant. La Pologne. Il y a quelques années, la Pologne a annulé, sous pression des États-Unis, le contrat d'achat des hélicoptères européens de transport militaire. Et ils ont acheté des Agusta Bell qu'ils fabriquent maintenant sous licence à Rzeszów, en Pologne, à la frontière d'ailleurs avec l'Ukraine, hein, mais ils n'en donnent pas beaucoup aux Ukrainiens. Eh bien, que dit maintenant le gouvernement polonais? Qu'il a décidé de ne plus systématiquement acheter d'avions américains parce qu'ils ne savent pas s'ils pourront les utiliser. Un de vos collègues, mon général, c'est le général Yakovlev, qui est assez connu sur nos écrans de télévision, les plaisante, c'est F-35 en disant « Les Suisses viennent de les acheter ». Ils ont remplacé, hélas, leur aviation française par de l'aviation américaine. Mais le général Yakovlev ajoute « Mais ce F-35 qu'ils ont acquis est tellement furtif qu'ils ne l'ont pas vu et qu'ils ne le verront pas. Parce que le constructeur Lockheed Martin vient de dire aux Suisses « Ah oui, vous avez signé le contrat, mais nous avons modifié la motorisation de l'appareil, donc c'est un nouvel appareil, il va falloir renégocier, on verra si vous pouvez les utiliser. » Bon, dernier point. Vous savez que nous avons 27 industries d'armement dans les 27 États membres de l'Union européenne et que notre difficulté, c'est qu'on n'arrive jamais à demander à ces industriels de coordonner un peu leurs efforts. Alors, on nous parle du char du futur, de l'avion du futur, mais il y a toujours des bisbilles entre le constructeur allemand, le constructeur français Dassault et d'autres, l'Eurofighter, etc. Là, il y a 2 éléments nouveaux qu'il faut prendre en compte. D'abord, la Commission européenne, qui est quand même un grand tiroir-caisse, vient d'annoncer 800 milliards d'euros qui seront distribués aux divers États avec prière pour eux d'essayer de faire un effort de réarmement. Et deuxièmement, une réunion cette semaine, MBDA vient enfin de recevoir une commande pour la construction de un peu plus de 218 missiles Astor. Et ça veut dire qu'il y a là quelques États européens qui ont compris et qui vont regrouper leurs efforts pour essayer de ne plus acheter sur étagère aux États-Unis. Pourquoi aussi? Parce que je pense que le guet-apens médiatique que messieurs Trump et Vance ont osé construire à Washington contre le président Zelensky, en utilisant d'ailleurs le narratif de Poutine, hein, Zelensky dictateur, Zelensky ne veut pas la paix, etc. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ce jour-là? Eh bien, ça fait quand même réfléchir pas mal de nos politiques en Europe maintenant sur le point de savoir si monsieur Trump reste un allié ou si il est devenu un adversaire. Un allié, il le reste probablement malgré lui, parce que le traité de 49 créant le traité de l'Atlantique Nord n'est pas dénoncé par les Américains, mais un adversaire, peut-être, regardez le vote récent de la délégation américaine aux Nations Unies.
Elle a voté avec la Corée du Nord, avec le Bélarus, avec l'Éthiopie, l'Iran et toutes ces grandes démocraties contre un projet de résolution franco-britannique visant à soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine. Voilà, merci. Merci infiniment. Merci à vous trois. J'en profite pour rappeler que vous serez à la sortie pour signer vos derniers livres, mon général, d'un monde à l'autre, comprendre les nouveaux enjeux géopolitiques. Et Madame Ferret, les mots, armes d'une nouvelle guerre. Mais je crois que votre thèse est aussi en signature là-bas sur les assassinats ciblés. Merci infiniment et merci à tous.